Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Data Watch. Bonjour Axel. Salut Bertrand. Pour les nouveaux qui regardent Data Watch, je vous invite fortement à vous abonner pour avoir le suivi des sorties des nouvelles vidéos. Et pensez aussi à liker et à commenter si jamais vous souhaitez approfondir des sujets avec nous. Aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur un article de Daniel Bish. Le fameux. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire juste... Globalement, il fait un podcast, en fait. C'est un article, mais sous forme de vidéo. Ouais. Avec, du coup, Hoyt Emerson, qui Ouais. lui a une start-up dans la data. Mm-hmm. Et ils font un peu un état de l'art, je dirais. De la data actuellement. La data actuellement, ce qui se passe avec le changement du big data, le retour au vertical scaling, l'arrivée de l'IA, etc. Donc, Ouais. ils ont une discussion qui est intéressante. Et la vision des deux est assez constructive. Le premier point dont il parle concrètement, c'est le retour au vertical scaling, donc à l'opposé du distribué, donc distributed systems pour ceux qui savent pas ce que c'est en data, si tu fais de la data, normalement tu connais les systèmes distribués. C'est le fait d'utiliser des produits dont l'infra derrière est clusterisé. Donc BigQuery utilise toute une architecture distribuée pour effectuer des gros calculs. Distribué, donc on parle d'architecture horizontale. Oui, c'est ça. L'architecture horizontale, c'est le fait de mettre des machines les unes à côté des autres, et en fait, pour avoir plus de puissance, il suffit de brancher une autre machine, etc. C'est ça, tu augmentes le nombre de machines dans ton cluster, effectivement. Ouais. Et comment c'est fait? C'est que t'as du hardware, donc tes serveurs qui sont alignés horizontalement, on va dire, pour faire simple. Mais avec une grosse couche de code pour faire fonctionner ce cluster. Parce que c'est pas tout de brancher du hardware, il faut aussi les faire communiquer. Ouais. Et il faut aussi une belle couche réseau qui soit capable de les inputs conséquentes qui sont demandées par les clients. Du coup, dans l'article, Daniel Bish et Hoyt Emerson, Hoyt, ils disent ils se posent la question, est-ce qu'on est vraiment à l'ère à la fin de l'ère en fait du tout distribué ou pas? Toi, t'en penses quoi? Moi, je dirais que pour les entreprises qui ont besoin d'énormes capacités, on va rester au distribué. Par contre, Hoyt, il a une start-up et lui, il dit que le vertical scaling, ça lui convient très bien. Donc juste pour rappel, le vertical scaling, c'est en fait une architecture qui est pas distribuée, qui tourne sur une seule machine et avec des produits qui sont optimisés pour exploiter le single node, donc le fait d'avoir une seule machine. On parle beaucoup de DuckDB et Polars. Ouais. Donc DuckDB qui est une base OLAP qui fonctionne en local. Et Polars qui est un genre de panda, donc qui fait du data frame mais pas en Python, avec le langage effectivement de data frame type Python comme on connaît sur Panda. Ouais. Mais derrière le back c'est du Rust. Okay. Donc c'est beaucoup plus optimisé, beaucoup plus rapide et plus safe aussi. Ok. Moins de data race, tous les avantages de Rust pour un produit. Parce que Hoyt, ce qu'il évoque, c'est il y a quelques années, quand on a mis en place le distribué, l'hypothèse, c'était qu'il va y avoir tellement de données qu'on va avoir besoin de traiter en masse aussi toutes ces données-là. Et donc, on va avoir besoin d'énormément de puissance. Et on va faire donc du distribué. Et on parlait justement beaucoup de Spark pour faire ça. Mais ce qu'il dit, c'est que peut-être pour des petits jeux de données, il n'a pas précisé petits jeux de données, mais pour des jeux de données qui peuvent tenir sur une machine, c'est overkill. C'est ce qu'il dit, c'est que en fait, le hardware actuel, en 2020, rattrape quasiment le Spark d'il y a, je sais pas quel âge ça a, Spark,
10-12 ans, je dirais. J'en ai fait il y a 5 ans, mais c'était plus vieux que ça. Non, j'en faisais déjà en études quand j'étais en études, donc il y a une dizaine d'années. Ouais. J'ai pas la date exacte. Mais effectivement, avant, il y avait obligatoirement, quand tu dépassais peut-être quand ça va tellement vite, mais 100 gigaoctets, avant, c'était beaucoup. C'était énorme, ouais. C'était vraiment beaucoup. Aujourd'hui, sur un Mac, ils sont à quoi, M5 maintenant? Je sais pas s'ils sont sortis. Ouais, T'as 128 gigas de RAM. Ah, moi, j'ai un 128. Ouais. Gigas de RAM en local. Pour une startup, tu fais quasiment tourner c'est pas mal. tous les cas d'usage de ta boîte. Donc c'est surtout ça le facteur déterminant. Et en complément de l'amélioration du hard, tu as des produits comme DuckDB et Polars ou DataFusion que je travaille. Qui est en Rust aussi, sur lequel je m'appuie beaucoup pour mon projet. DataFusion qui est écrit en Rust et on peut travailler autant en local. Pour le coup, on peut travailler autant en local qu'en distribué parce qu'il y a DataFusion Ballista qui te permet de monter un cluster distribué de machines. Et DataFusion, c'est spécifique pour faire de la transformation de données? C'est vraiment une base de données. Ah, c'est une base de données? Ouais. Ok. C'est une base de données écrite en Rust. Et alors, je sais pas si elle est que OLAP. Si elle peut aussi faire de l'OLTP. Ok. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Mais c'est proche des cas d'usage de DuckDB. Ok. Et c'est une base de données SQL, NoSQL? Ok. Pour les features plus IA, il faut partir sur de la base vectorisée. Ok. Ça marche. Et c'était Daniel Biche, je crois aussi dans l'article, il se posait la question, non, il évoquait le fait que le marché, il est saturé parce que tu as toujours des nouveaux outils, tu as toujours des nouvelles appellations, tu as toujours du marketing, enfin, tu as toujours un peu des nouvelles sorties et donc que ça commence à être vraiment saturé et qu'on peut pas difficilement se dire ah bah tiens on va utiliser cet outil-là, ah bah non en fait on va aller sur celui-là, etc. C'est assez compliqué et donc il se pose la question quel est vraiment le véritable facteur de différenciation du coup de ces outils pour dire bah en fait je vais aller partir sur celui-là, de toute façon tous les outils ils ont à peu près les mêmes fonctionnalités, qu'est-ce qui différencie chaque outil? Lui il est dans une startup, il a sa startup donc il a pas le poids du legacy. Parce qu'en fait quand tu arrives chez un client, tu fais avec l'existant. Tu peux rajouter un outil bien pensé pour un cas d'usage, mais le gros de l'archi, il est déjà en place. Donc, je dirais que sur ça, tu n'as pas une grosse marge de manœuvre. Quand tu es dans une startup et que tu démarres depuis une page blanche, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je privilégierais le proof of concept, donc le fait que ça marche. Ok. Je veux pas aller sur quelque chose de trop moderne parce que il y a pas assez de recul sur l'utilisation. Même si tu fais du from scratch, tu partirais pas sur un truc trop moderne? Non. Ouais. Non? Non. Après, tu mets quoi dans trop moderne? Genre un outil qui est sorti il y a à peine un an ou moderne, tu parles par exemple Apache Airflow, est-ce que tu trouves que c'est moderne? Airflow, ça va. Ils sont à Airflow 3.1 maintenant. Donc non, ça c'est ultra validé. Non, tu vois, DuckDB c'est bien pour le local. Contre, est-ce que j'appuierais toute mon archi pour shipper des conteneurs DBT DuckDB sur des VM? Je sais pas. Ok. Je pense pas. Ou la nouvelle architecture Lakehouse. Ouais. Ça peut vite devenir le bazar si c'est mal fait. Et puis c'est pas pour tout le monde. Et c'est pas pour tout le monde et il y a peu de gens qui le maîtrisent vraiment. Donc maintenant c'est assez difficile en fait. On peut vite se gourer en partant de la mauvaise manière. Donc moi j'aurais plutôt le plat du pied avec des choses qui sont vraiment vraiment bien documentées et utilisées depuis des années. La philosophie plutôt de Hoyt, c'est que lui, le choix, il le fait plutôt à la vibe, vraiment au ressenti, à l'expérience du développeur et à la philosophie de l'outil. C'est vrai que je trouve ça pas mal parce que
Mais effectivement, il y a d'autres choses à prendre en considération. Mais je trouve ça peut-être bien de le faire à la vibe quand on part vraiment de zéro. Après, si tu dis ça au CTO, Non, il faut pas l'amener comme ça. Puis à la vibe dans une grosse entreprise, je pense que c'est différent. ouais, parce que lui, il est dans son contexte de start-up Mhm. et il a peut-être pas d'énormes contraintes de delivery de maintenance. Je sais pas si c'est dans cet article-là ou un autre. Justement, il parlait de la différence. C'est comme ça qu'on identifie vraiment un senior. Parce que peut-être les jeunes, et des fois je peux en faire peut-être un peu partie, Ouais. ils veulent utiliser un outil pour l'expérience d'utiliser un nouvel outil, pour découvrir, parce qu'il y a une Mais curiosité ça, derrière. tu fais un projet perso, du coup. Ouais, Pas au- exactement. Si vraiment tu arrives à démontrer par A plus B que ton projet perso, il est carré et que Mhm. toutes les features, elles vont apporter telle ou telle chose à ton client, ton entreprise, oui. Et c'est dur d'amener quelque chose sans vraiment avoir un POC Viable. ouais, bien touffu, quoi. Ouais, bien sûr. Mm. Non, c'est ça. C'est pour ça que je trouve qu'il faut nuancer quand il parle de vibe de l'outil, il faut faire attention quand même. Ouais, c'est clair. Tu vois, le vertical scaling, le fait d'utiliser une seule machine, quid de la disponibilité. Mhm. Si ta machine elle tombe, il n'y a plus rien. Ouais. Ça, il le mentionne. Hein. Ouais, il en parle aussi. Et il dit, moi, c'est un risque que je prends. J'ai trop d'avantages, simplicité de coût, de maintenance. Je pense tu t'y retrouves plus en early stage. Mhm. Mais dès que tu passes sur de la haute criticité, un système distribué, c'est quand même vachement bien. Ouais, bien sûr. Mm. Ouais, puis je sais pas dans tes missions, mais pour moi, dans chaque mission, il y a un chemin critique pour dire ce pipeline-là, c'est critique. Donc, il peut même aller jusqu'en mode astreinte, ce pipeline, Ouais. alors que d'autres, non. Mm. Donc, effectivement, c'est à voir. Et qu'est-ce que tu penses, par rapport aussi à l'article et par rapport à tout ce que tu en penses, du data ingénieur à l'ère de l'IA? Je pose cette question-là parce qu'il y a Hoyt qui a fait part en fait de toutes ses expériences, qu'en fait il est tombé dans la data pas par hasard, mais de manière un peu originale, parce que je sais plus ce qu'il faisait avant, mais il était peut-être dans le digital, enfin dans le marketing. Il exploitait les données des réseaux sociaux, mais ça c'est encore après. Enfin, il est venu à la data vraiment petit à petit. Et donc finalement, il est passé par data analyst, data ingénieur. Je crois qu'il a fait PM, ouais, il a fait product manager aussi. Product owner. Et en fait, lui, il dit que aujourd'hui, ce qui va être important, surtout à l'ère de l'IA, c'est peut-être de toucher un petit peu à tout. Ouais, Et toi, je suis d'accord. Ouais. Bah, en fait, je pense qu'on va attendre d'un data engineer, c'est de pouvoir aller du côté gestion de produit, donc avoir une bonne notion de qu'est-ce qui est attendu par les clients, le business. par le business, de faire le PRD, le product, le document qui cible tous les besoins d'un produit avec toutes les features, qui s'approprie vraiment tout le sens. Ouais. Et qui touche même à la partie business analyst. Ouais. Donc comment utiliser donc la voie de développement de mon produit, et je sais le suivre aussi en termes de KPI, je sais le monitorer mon produit. Ouais. Il va même devoir commencer à mettre de l'agentique, donc des notions d'IA dans le produit et même dans le développement, dans le processus de développement du produit. Ta science, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment connaître. Des compétences élargies quand même. Des compétences élargies sur les stats. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va pas rester sur un job de j'amène de la donnée d'un point A à un point B et de faire du DBT quand c'est possible de faire de l'analytics engineering. Non, en fait, l'arrivée de l'IA, elle fait quand même s'effondrer les barrières techniques, donc les barrières entre postes, différents postes data. Ouais. Et c'est pour ça que la seniorité est importante et que c'est un peu plus dur en ce moment pour les juniors. C'est que, en fait, il y a un senior qui fait limite 3 postes et lui, il arrive et il sait quasiment rien faire, ce qui est normal. Ouais. Mais en fait, peut-être qu'il doit se dire le gap, il est
trop important en fait pour que je devienne pertinent sur le marché du travail Mmh. en 2 ans. Ouais, c'est clair. Après avec l'IA, il peut peut-être, Ouais, mais arriver après petit à le petit. problème c'est que, tu vois, moi j'ai déjà quelques retours là de ceux qui ont passé le bac il y a 4-5 ans. Ouais. En fait, ils ont eu le double effet, Covid plus arrivée de l'IA. Donc pendant le Covid, ils étaient en visio, les cours étaient pas forcément bien suivis. Ils ont un peu eu leur diplôme en mode facile, quoi. L'arrivée de l'IA, donc à la fac, ils utilisaient beaucoup l'IA. Et en fait, ils ont pas forcément eu les mêmes chemins d'apprentissage que nous, et c'est peut-être moins solide. Donc Mmh. ils savent bien utiliser les prompts, mais par contre, je trouve qu'ils savent pas très bien utiliser l'air agentique, OK. tu vois. Mmh. Donc je pense qu'il y a faut peut-être mettre en avant du mentoring en entreprise. L'agentique, je pense que ça demande aussi une, connaissance peut-être un peu plus technique, un peu plus poussée. Ouais, Ouais, ouais. OK. Non, ça, tu couperas pas. Mmh. Le prompt engineering, c'est du facile, quoi. Mmh. Tu vois, c'est du 1 sur 5, hein. Une fois que tu as compris Ouais, les maintenant. bases, donner le contexte, les limites, Mmh. et cetera dans le prompt, qui est important, hein, mais c'est quand même assez facile. Après, développer, tout un système agentique, c'est quand même plus compliqué. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'ai déjà commencé à me renseigner un peu Mmh. sur ça. Ouais. Hem, parce que en fait, moi, j'essaie d'utiliser au maximum l'IA pour Mmh. développer des petits softwares, Ouais. pour moi, Ouais. pour l'instant. Comme beaucoup de gens. Ouais, ouais, bien Mmh. sûr. Ouais. Et je veux voir un peu ce que ça donne. Je veux voir comment est-ce que je guide l'IA, comment est-ce que je prends du recul sur ça, parce que des fois, il me dit de la merde, je fais de la merde, je plante quelque chose. Et des fois, c'est en production, parce que j'ai un VPS sur lequel j'installe des. Ouais, ouais, pour Mmh. moi, j'ai un VPS. Mais je veux baser aussi certaines choses, certaines de mes outils en fait Mmh. d'entrepreneur sur ça. Donc c'est-à-dire j'ai D'accord. plusieurs images Docker, je me OK. suis fait un serveur SMTP, Mmh. d'envoi de mail. Je veux C'est un projet perso pro, quoi. ouais, Mmh. exactement. Et je veux interfacer tout ça, je veux configurer tout ça. Et donc je veux utiliser l'IA. Sauf que je suis derrière à chaque fois l'IA, donc je la prompte, c'est Mmh. facile. Mmh. J'utilise aussi un plugin pour faire du dev, donc Mmh. avec OpenAI et Codex. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, ça fait vite, ça fait pas mal de bonnes choses quand même, mais je suis toujours derrière. J'attends qu'il ait fini, je lui pose la question, j'attends qu'il ait fini, je regarde un peu, c'est fonctionnel, oui, sinon je lui refais un prompt, j'attends, etc. Mais en fait, c'est Mmh. toujours ça, c'est je demande, j'attends, enfin je vérifie à chaque fois. Mmh. Et ce que je voudrais, c'est justement pouvoir faire une vraie équipe. En fait, Ouais. ce que je voudrais, c'est vraiment développer. Moi, par exemple, je serais, je sais pas, peut-être le demandeur en fait de certaines fonctionnalités. Mmh. Je fais moi-même quelque chose sous forme peut-être d'US, peut-être que je veux Ouais, pas, après, ils travaillent en autonomie. et qui travaille en Ouais, autonomie. bien sûr. J'ai déjà regardé, il y avait du LangChain. On parle d'OpenClaw là depuis quelques temps, mais Ouais. avec beaucoup de problèmes de sécurité. Il faudrait Mmh. cloisonner ça au maximum. Et, et c'est vrai que c'est pas si simple en fait de Il y mettre a en place. Claude Code qui fait Agent Team. Mhm. Donc j'ai pas encore testé côté Claude. Ouais. Mais Antigravity, par exemple, ils ont pas cette Mhm. feature-là. Et je trouve que Mhm. c'est dommage parce que moi, j'utilise Antigravity. C'est surtout pour faire du MCP pour l'instant, Antigravity. Ouais, donc Ouais. tu as ton agent manager classique Ouais. sur lequel ben, tu donnes les consignes et t'attends. Ouais. Et tu valides ou Mhm. non. Ensuite, tu as les MCP, donc tu branches ton environnement local Ouais. à d'autres outils. Ouais. Et après, tu as le fait de faire ta team d'agents. Et là, par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent N8N couplé à Antigravity. Ok. N8N qui est open source et gratuit. Mhm. Donc, c'est le prochain setup que je vais mettre en place. Moi, je l'ai aussi Pour sur mon mon VPS, par exemple. N8N, Ouais, et je l'utilise. Ouais. tu utilises, Ouais, mais pas mais encore pas pour pour faire le de dev. l'argentique. Non. Ok. Mais j'ai vu qu'on pouvait faire ça aussi. Ouais. Ouais. Donc, je vais regarder ça. Mhm. Euh, et ouais, je pense que la seule barrière, une fois que tu as mis ça en place, Mhm. c'est les tokens. Ouais. Les Le limites coup, de ouais. tokens, ouais, Ouais. les coûts.
Même, tu vois, avec la version à 20 €, je crois que j'ai. Claude Gemini, ok. Ouais. J'arrive quand même assez facilement à bout des tokens Ah ouais? en 2-3 jours. Ah ok. Tu Ouais. utilises peut-être la version pro énormément ou... Ça dépend ce que je lui demande. Mais Ok. quand tu lui demandes du Rust Hmm. sur des choses assez complexes, il consomme déjà pas mal. Ouais. Surtout Ok. avec une grosse code base. Donc j'essaie de limiter, mais À Codex, pour l'instant, j'ai pas atteint la limite. ouais. J'ai aussi un abonnement à $20, 20 € par mois. Ok. Et franchement, j'ai Ok. pas eu de limite pour l'instant. J'ai vu un article d'un mec qui a voulu créer un. Voilà, on diverge complètement. Complètement. Et un OS, donc type Linux, tu vois, Ok. quelque chose comme ça, mais écrit en, je sais plus si c'était en Rust ou en Erlang, je sais plus. Et il a créé une agent team là. Hmm. Donc il a tout fait en agentique. Il a laissé tourner. Bon, c'était clairement un kiff qui s'est fait, hein, mais il en a eu pour $20 000 de tokens. Oh. Donc après tu te dis ouais, l'IA c'est bien, mais ça peut coûter cher. Mhm. Bon après, hein, faire un OS c'est un très gros projet. D'accord. Je pense des millions de lignes de code. Mhm. Mais après, je sais pas ce qu'il va en faire de son OS. Mais en tout cas, c'est assez représentatif du coût d'un projet quand même de Mhm. grande envergure. Tu vois, $20 000. Mhm. Par rapport au coût humain, je pense que tu es quand même gagnant. Ok. Mais après, faut savoir le vendre ton produit. Ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Notre discussion autour de l'IA, tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on a en tête, etc. Je pense que ça confirme aussi la discussion Daniel et Hoyt qui parlent vraiment d'élargir les compétences. Ouais. L'ère de l'IA, on peut Oui, faire de oui. plus en plus de choses parce qu'avant l'IA, je me serais jamais lancé dans tous ces projets. Je sais pas pour toi, mais Moi, difficilement. clairement. Donc ça ouvre pas mal de portes. Mm. Et en plus de se poser la question sur la partie IA, il parle aussi, enfin il revient un peu aux fondamentaux de la data engineering en parlant de data modeling. Il dit que peut-être que les modèles de data modeling traditionnels, de ce qui est Kimball et Inmon, donc Ouais. Kimball pour le schéma en Snowflake étoile. et Star, ouais. Ouais. Mm. Ça, Inmon, on va dire que c'est beaucoup plus Décomposé. décomposé, exactement. Ils disent que ça devient plutôt trop rigide actuellement. T'en penses quoi de ça? Je pense que ça dépend des domaines. Ouais. Tu vois. Et de ton infra. Je connais mal le milieu, par exemple, du bancaire ou de l'assurance, mais ils doivent avoir des normes hyper strictes et tu peux pas faire un truc en one big table, tu vois. Ouais, bien Je sûr. pense pas. Non, c'est sûr. Sinon, Faut du masking. sinon c'est un enfer à gérer. Même au niveau des politiques d'informations sensibles, de RGPD, etc. Si tu mets tout dans une même table. Mais par contre, il parle de voir la donnée en domaine. Ça se rapproche un peu du domaine driven design ou développement. Je sais plus c'est quoi le troisième D Design. du DDD. Design. De Vince Vaughan, ouais, qui est hyper connu dans le monde du software, quoi, du classique. Avec l'Ubitus Language, etc., toutes les pratiques du software. Et ça, moi, j'aime bien cette philosophie-là, de pas partir tout de suite du data model ou de l'entity relation. Ce qui sclérose un peu la vision. Mais en fait, on est tellement habitué à fonctionner comme ça que, tu sais, quand tu apprends une nouvelle façon de faire, c'est un peu déroutant. Ouais, bien sûr. Je pense que les gens, ils ont pas forcément envie de se casser la tête en entreprise à changer. Ah, on va faire du domaine. Bah non, en fait, on fait comme ça, on s'en sort comme ça. Ouais. Mais dans un projet perso de data avec un vrai use case et mettre cette notion de domaine, ça peut être vraiment intéressant. Et puis le domaine, ça se couple un peu avec le data mesh aussi. Le fait que chaque domaine a son propre fonctionnement, même s'il y a une gouvernance fédérée. Mais ça me fait penser un peu au data mesh, ça. Ouais, bah le data mesh, en fait, c'est un peu la notion de domaine appliquée à la data, mais en fait, est-ce que tous les prérequis pour faire du data mesh sont réunis? Ouais, quand tout tu le monde lances peut ça, pas. Ouais, bien sûr. c'est compliqué. Je pense que c'est pas le tout de dire on va faire du data mesh. Faut vraiment imprégner
plein de choses Mmh. et faire former ses équipes aussi à l'arrivée de la vision par domaine, par comportement, Mmh. plutôt que par data model. Après le data model, je trouve aussi que ça apporte un cadre, pour avoir une vision commune de développement, pour pas faire Ouais, n'importe quoi aussi. ouais, ouais. Parce que sinon on peut vite faire n'importe quoi. Ça a des avantages, ouais. Non, clairement. Heu, Autre chose? Non, ben, hâte de faire les prochains articles. Exactement. Merci beaucoup Axel. Bah ouais, merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si jamais vous souhaitez voir d'autres vidéos, on vous invite bien sûr déjà à vous abonner sur la chaîne et de aller voir nos autres vidéos. On parle d'autres articles de fond comme ça. On parle aussi de sujets d'actualité. N'hésitez pas aussi à nous mettre un pouce ou un like selon les plateformes et de mettre un commentaire si jamais vous souhaitez approfondir quelque chose. Encore merci à tous. Merci Axel. Merci à toi. À À bientôt. bientôt.